Je m'appelle Chloé et j'ai 28 ans. Le jour où mon père m'a trouvée en train de boiter vers la maison, mon bébé sur la hanche et aucune voiture en vue, il m'a posé une question simple qui a tout changé. Pourquoi tu n'as pas pris la voiture? Je n'aurais jamais pensé que quelques mots pourraient dénouer une année de contrôle soigneusement dissimulé ou que ma réponse mènerait au combat le plus difficile de ma vie. Ce qui s'est passé ensuite. Des vérités que j'avais trop peur de voir ont éclaté au grand jour, me forçant à choisir entre la famille que j'avais construite et la liberté que j'avais perdue. Si vous lisez cette histoire, peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire. Si vous voulez entendre d'autres histoires sur la force de se relever quand tout vous dit de rester silencieuse, restez avec moi. Les anses des sacs de course me sciaient les paumes alors que je remontais Léo sur ma hanche. Chaque pas envoyait une douleur aiguë dans ma cheville tordue, mais je continuais d'avancer. Je n'avais pas le choix. La roue de la poussette s'était voilée 3 rues plus tôt, ne me laissant d'autre option que de tout porter. Mon fils de 18 mois, 2 sacs de course pleins à craquer, et le poids d'une vie que je n'avais plus la force d'examiner. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur les trottoirs fissurés alors que je passais devant la maison de Madame Martin. J'ai dépassé le coin où le panneau stop penchait légèrement vers la gauche. J'ai laissé derrière moi tous les repères familiers d'un quartier qui avait cessé de ressembler à un chez-soi depuis des mois. Les petits doigts de Léo s'emmêlaient dans mes cheveux, tirant occasionnellement son poids me meurtrissant l'épaule. J'avais appelé Thomas 4 fois. 4 fois, et chaque appel était tombé sur la messagerie. J'aurais dû y être habituée. En tournant dans la rue des Tilleuls, j'ai entendu mon nom. C'était une voix qui m'a immédiatement noué la gorge. « Chloé !» Je me suis retournée pour voir la camionnette de mon père ralentir à ma hauteur. Son visage marqué par le temps, derrière le volant, était rempli d'inquiétude. Gérard Dubois, sapeur-pompier à la retraite. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo et à changer une roue. L'homme que je n'avais pas vu depuis 2 semaines, parce que les visites étaient devenues compliquées, inopportunes et toujours reportées. Il s'est garé immédiatement, ouvrant sa portière avant même que le moteur ne s'arrête. « Papa ?» dis-je, essayant d'avoir l'air décontracté, normal. « Ça va. »« Qu'est-ce que c'est que tu fais dans ce quartier à pied ?» a-t-il demandé, mais ses yeux me scannaient déjà. Ma boiterie, les sacs, le bébé et cet épuisement que je ne pouvais plus cacher. Ces yeux qui avaient évalué des immeubles en feu pendant 30 ans, qui pouvaient me repérer une faiblesse structurelle de l'autre côté de la rue. Ces yeux voyaient tout ce que j'essayais de dissimuler. « Pourquoi tu marches ?» Sa voix était douce, mais ferme. Ce ton qui signifiait qu'il savait déjà que quelque chose clochait. Où est sa voiture? Où est le SUV que je t'ai acheté? La question m'a frappée comme un coup physique. Cette voiture. Le seul cadeau sur lequel mon père avait insisté à la naissance de Léo. La seule part d'indépendance que je pensais être vraiment la mienne. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ajustais la position de Léo. Elle est à la maison, balbutiai-je en détournant le regard. Pourquoi elle n'est pas ici avec toi? Mon père s'est approché, son ombre m'offrant un répit contre le soleil. Mais pourquoi tu boites avec des courses et un bébé sous cette chaleur? J'ai ouvert la bouche pour lui donner la réponse répétée, celle que Monique, ma belle-mère, m'avait préparée au cas où on me poserait la question. Elle me l'a empruntée. Ça ne me dérange pas, je préfère marcher pour faire de l'exercice. Mais quand j'ai regardé mon père dans les yeux, quelque chose s'est brisé en moi. Monique a pris la voiture, ai-je chuchoté, et soudain, les larmes se sont mises à couler sur mon visage. Des larmes que je ne voulais pas verser, des larmes que je retenais depuis des mois. Elle a dit qu'il valait mieux que je reste à la maison pour me concentrer sur mon rôle de mère. Elle a dit que j'avais de la chance qu'ils me laissent vivre chez eux et que je devais apprendre le sens des responsabilités. Les mots sont sortis en torrent et je les ai immédiatement regrettés. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire, papa. C'est bon, c'est juste temporaire. Jusqu'à ce que je me suis tue parce que toute la posture de mon père avait changé. La douce inquiétude s'était transformée en autre chose. Quelque chose que je n'avais vu qu'une poignée de fois dans ma vie. Sa mâchoire se contracta, ses épaules se carrèrent et ses yeux devinrent perçants et concentrés. De la même manière qu'il entrait dans des bâtiments sur le point de s'effondrer alors que tout le monde s'enfuyait. « Monte dans la voiture, Chloé, dit-il doucement.
C'était dangereusement calme. On règle ça ce soir. Mon estomac se noie. Non, papa, tu ne comprends pas. Thomas va être très contrarié ici. Je me fiche que Thomas soit contrarié. Il ouvrit la portière passager et prit doucement les sacs de course de mes mains endolories. Monte. J'hésitais, figée entre la peur de la confrontation et le soulagement écrasant d'avoir enfin quelqu'un de mon côté. Dans mes bras, Léo commença à s'agiter, sentant ma tension comme toujours. L'expression de mon père s'adoucit immédiatement. Il tendit les bras avec précaution. « Et c'était qu'est-ce que papy peut te prendre, champion ?» Léo s'est pratiquement jeté vers lui, enroulant ses petits bras autour du cou de Gérard avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis des semaines. Mon fils s'est complètement détendu dans les bras de mon père, posant sa tête sur son épaule comme s'il avait trouvé l'endroit le plus sûr du monde. Et c'est là que ça m'a frappé, ce petit moment. Mon bébé se sentait plus en sécurité avec mon père que dans sa propre maison. Cette réalisation m'a coupé les jambes. Je suis montée dans la camionnette. Pendant que papa attachait Léo dans le vieux siège auto qu'il gardait à l'arrière, celui pour les urgences, qui était devenu de plus en plus rare, j'ai senti quelque chose changer en moi. La climatisation m'a frappé le visage et j'ai réalisé que je tremblais. « Depuis combien de temps ça dure ?» a demandé papa en s'insérant dans la circulation. Sa voix était contrôlée. « Quelques mois », ai-je admis doucement. Ça a commencé petit. Monique a dit qu'elle avait remarqué que j'étais anxieuse au volant, que peut-être elle devrait conduire quand nous sortions tous ensemble. Puis elle a suggéré de garder le double des clés pour que je ne le perde pas. Ensuite, elle a commencé à dire que j'avais l'air fatiguée et que je ne devrais peut-être pas conduire tant que je ne me sentirais pas mieux. J'ai dégluti difficilement. Et la semaine dernière, elle a pris les 2 jeux de clés. Et Thomas. Ma voix s'est brisée. Thomas a dit que sa mère essayait juste d'aider, que j'exagérais, que mes hormones se remettaient encore de l'accouchement et que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Les mains de papa ont serré le volant si fort que ses jointures ont blanchi. « Mais quoi d'autre, homme ?» a-t-il demandé doucement. C'est là que tout est sorti. Des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Comment Monique vérifiait mon téléphone chaque fois que je le laissais sur le comptoir, prétendant qu'elle voulait juste s'assurer que je n'étais pas submergée par les réseaux sociaux. Comment Thomas avait installé une application de traçage sur mon téléphone par sécurité. Les commentaires sont constants sur l'influence de mon père qui me rendait faible et ingrate. Papa s'est égaré brusquement sur le parking d'un supermarché. Il s'est tourné complètement vers moi. « Le contrôle commence petit, Chloé », a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Ils prennent un peu à la fois, pour que tu ne remarques pas. Puis ils prennent tout, et tu te retrouves à te demander comment tu en es arrivé là. Il fit une pause, ses yeux cherchant les miens. Tu penses que je ne l'ai pas vu venir? Je l'ai vu à votre mariage. Je l'ai vu quand les visites ont commencé à être annulées. Je l'ai vu à chaque fois que Thomas trouvait une excuse pour que tu ne viennes pas au déjeuner dominical. Je l'ai fixé, stupéfaite. Tu savais? Je m'en doutais. J'espérais avoir tort. Sa voix se brisa légèrement. Mais un père sait quand sa fille est en train de disparaître. Les larmes coulaient à nouveau sur mon visage, mais cette fois, elles semblaient différentes. Pas honteuse, pas cachée, juste honnête. Je ne sais pas comment m'en sortir, ai-je chuchoté. Papa s'est penché et m'a pris la main. Sa paume calleuse était chaude, solide et réelle. « Tu as déjà commencé », a-t-il dit fermement. « Aujourd'hui, maintenant, et tu ne le fais pas seul. » Il a redémarré le moteur. « Ce soir, vous dormez chez moi. » La panique a explosé dans ma poitrine. « Papa, Thomas va être furieux. Il va dire que je suis dramatique, que je crée des problèmes. » « Alors qu'il vienne me parler, dit papa calmement en reprenant la route. « Qu'il essaye. » Le trajet de 20 minutes vers la maison que je partageais avec Thomas et Monique m'a semblé être le voyage le plus long de ma vie. La présence calme de mon père à mes côtés aurait dû être rassurante, mais je ne pouvais penser qu'à la confrontation qui nous attendait derrière ces murs. La maison semblait paisible de l'extérieur, pelouse tondue, massif de fleurs que Monique entretenait de manière obsessionnelle. La balancelle que j'avais choisie en pensant y bercer Léo les soirs d'été. Je ne m'y étais jamais assise une seule fois. Monique disait que l'air du soir était mauvais pour le bébé. Papa est entré dans l'allée et a coupé le moteur. Dans le rétroviseur, je voyais Léo dormir dans son siège, épuisé par le chaos de l'après-midi. Une partie de moi voulait dire à papa de juste repartir, d'oublier la voiture.
de tout leur laisser si cela permettait d'éviter ce qui allait se passer. Mais avant que je puisse parler, la porte d'entrée s'est ouverte. Monique est apparue sur le perron, les bras croisés, l'expression déjà tordue par la désapprobation. Elle était habillée impeccablement comme toujours. Pantalon repassé, chemisier empesé, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle ressemblait à une femme qui n'était jamais rentrée chez elle en boitant avec des courses et un bébé dans les bras. « C'est l'heure de l'entrée dramatique ?» a-t-elle lancé, la voix dégoulinante de condescendance. Papa est descendu de la camionnette lentement, délibérément. Je l'avais vu bouger comme ça sur des scènes d'accident, approchant des situations volatiles avec un calme mesuré. Il a fait le tour de mon côté et a ouvert ma portière, attendant que je descende à mon propre rythme. « Où est-ce la voiture de ma fille ?» a-t-il demandé. Sa voix était basse, mais elle résonnait à travers la cour avec une autorité indiscutable. Monique a ri. Elle a vraiment ri. « Oh, Gérard, toujours aussi dramatique. Nous ne la tenons pas prisonnière, nous l'aidons, nous gérons ses déplacements pour l'aider. » Le ton de papa resta calme, mais je pouvais entendre la cire en dessous. Elle ne l'utilisait pas de manière responsable, a dit Monique, descendant les marches, comme si elle entrait dans un tribunal. Elle savait qu'elle allait gagner. Chloé est très étourdie ces derniers temps. Émotive. Ça arrive après avoir eu un bébé. Les hormones, le stress. Elle a laissé la voiture tourner dans l'allée 2 fois. Elle a oublié où elle s'était garée au supermarché. Nous fournissons une structure parce que c'est ce dont elle a besoin en ce moment. J'ai senti mon visage brûler de honte et de colère parce que ces incidents, bien qu'exagérés et déformés par la description de Monique, s'étaient produits et elle les avait collectionnés comme des munitions. « Chloé ?» Papa m'a regardé, me laissant l'espace pour parler ou garder le silence, me laissant le choix. Mais avant que je puisse répondre, Thomas est apparu dans l'embrasure de la porte. Tout sourire et inquiétude, jouant le rôle du mari attentionné si parfaitement que j'en ai eu la nausée. « Chérie !» a-t-il appelé en dévalant les marches. « Tu aurais dû me dire que tu avais besoin d'un véhicule. J'étais en réunion, mais je serais venu te chercher. » Il a regardé mon père avec une expression penaude. « Gérard, je suis désolée qu'elle t'ait inquiétée. Maman gardait juste les clés jusqu'à ce que Chloé se sente mieux. Ces niveaux d'anxiété nous préoccupent, Tante. » Je regardais cette performance comme si j'étais hors de mon corps, voyant Thomas avec de nouveaux yeux, le changement de ton, la façon dont il plaçait son corps entre moi et papa. L'insinuation subtile que j'étais le problème, la façon dont il rendait tout raisonnable et bienveillant tout en me faisant passer pour folle. « Donne-lui les clés, » a dit papa simplement. « Maintenant. » Le sourire de Thomas a vacillé une seconde, mais il s'est repris aussitôt. « Bien sûr, je pense juste que nous devrions en parler à l'intérieur, en famille. Chloé, c'est embarrassant pour nous deux. Pourquoi impliquer ton père dans nos affaires privées? » C'était reparti. Ce doux reproche, cette honte subtile, l'implication que je l'avais trahi en demandant de l'aide. Ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais. « Papa, peut-être qu'on devrait juste y aller. Je peux récupérer les clés plus tard, ça n'a pas besoin d'être. » « On ne négocie pas avec les gens qui te volent, m'a coupé papa, sans jamais quitter Thomas des yeux. Le mot « voler » était resté suspendu dans l'air comme une grenade. Le visage de Monique est devenu écarlate. Nous n'avons rien volé. Elle vit sous notre toit. Elle suit nos règles. C'est comme ça que fonctionnent les familles, Gérard. Peut-être que si tu avais établi de meilleures limites en l'élevant, elle comprendrait. Papa s'est tourné lentement vers Monique et j'ai vu la femme faire involontairement un pas en arrière. « Ton toit ?» a-t-il répété doucement. « Ma fille paie la moitié du crédit de cette maison. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le visage de Thomas blêmir. La bouche de Monique s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. « Elle, nous !» a bégayé Monique, essayant de se reprendre. « Nous gérons les finances parce que... » « Parce que vous la traitez comme une locataire dans sa propre maison, » a fini papa. « Comme quelqu'un à qui vous faites une faveur au lieu d'une partenaire égale. » Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. La première véritable étincelle de colère traversant des mois de confusion et de doute. Il me considérait comme une invitée, une personne à charge, un meuble contrôlable qu'ils pouvaient déplacer à leur guise. Je n'étais pas Chloé, diplômée avec mention. Je n'étais pas Chloé qui avait travaillé dans le marketing et rêvait de finir son master.
Je n'étais même pas Chloé la mère. J'étais juste un problème à gérer, une variable à contrôler. « Apporte les clés », ai-je dit doucement, ma voix plus forte qu'avant. « Maintenant. » Thomas m'a regardé comme si je l'avais giflé. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis il a sorti les clés de voiture de sa poche et les a jetées sur la table du perron avec un cliquetis qui sonnait comme une insulte. « Tiens », a-t-il dit, la voix soudainement froide, dépouillé Jane du masque de Marie gentille. « Contente ?» Ce n'était pas un geste de respect. C'était une démonstration de pouvoir. Regarde avec quelle facilité je peux donner ou reprendre ce qui est à toi. Papa est resté complètement immobile, observant Thomas. De la même manière qu'il étudiait les structures instables dans les vieux bâtiments. Il cherchait des fissures, des faiblesses, des signes d'effondrement imminent, et à la tension de sa mâchoire, je comprenais qu'il les trouvait. Monique s'est reprise rapidement, changeant de tactique avec une aisance rodée. Très bien. Si elle veut la voiture, elle peut l'avoir. Mais cela signifie qu'elle prend aussi toute la responsabilité. Fini de nous demander de l'aide avec le bébé quand elle a besoin d'une pause. Fini les repas préparés. Fini de la couvrir quand elle n'arrive pas à gérer. La menace était claire. Accepte notre aide et notre contrôle ou perds tout. Quelque chose en moi a craqué. Vous n'aidez pas, me suis-je entendu dire, la voix tremblante mais claire. Vous surveillez, vous critiquez, vous me donnez l'impression d'échouer en tout. Les yeux de Monique se sont écarquillés d'offense. C'est ce que tu penses, après tout ce que nous avons fait pour toi? Après que j'ai réorganisé toute ma vie pour être ici quand Léo est né? Vous avez réorganisé ma vie, ai-je crié. Vous avez emménagé chez nous et vous avez pris le contrôle. Vous avez décidé de ce que je devais manger, quand je devais dormir, comment je devais élever mon propre enfant. Vous m'avez fait sentir comme une invitée dans ma propre maison. Je me suis tournée vers Thomas, les larmes coulant désormais. Et tu l'as laissé faire. Le visage de Thomas est devenu rouge. Ce n'est pas juste, Chloé. Maman essayait d'aider parce que tu avais du mal. Tu étais tout le temps anxieuse. Tu pleurais sans raison. Est-ce qu'il vérifie ton téléphone? La question de papa a coupé la défense de Thomas comme un couteau. Je me suis figée. Les yeux de Thomas se sont écarquillés. Bien sûr que non, c'est ridicule. Seulement quand elle agit de manière suspecte, est intervenue Monique, et un silence de mort est tombé sur la pièce. La tête de Thomas a claqué vers sa mère, l'expression paniquée. Monique a semblé réaliser ce qu'elle venait d'admettre. Son visage a blêmi. La voix de papa, quand elle est arrivée, était comme le tonnerre. « Vous n'avez pas à faire la police dans sa vie ?» Le grondement a secoué les murs, résonnant sur ces hauts plafonds dont Monique était si fière. Elle n'est pas votre prisonnière, elle n'est pas votre projet. C'est une femme adulte avec des droits et vous les lui retirez systématiquement. Je n'avais jamais entendu mon père hurler comme ça. En 30 ans, à travers les incendies, les urgences familiales et la mort de ma mère, je n'avais jamais entendu ce niveau de rage dans sa voix. Thomas semblait avoir rétréci, sa bravade précédente évaporée. « J'essayais juste de faire fonctionner notre famille », a-t-il dit faiblement. « J'essaie de tout garder ensemble. Chloé est si émotive depuis la naissance de Léo et maman sait comment gérer. » En l'isolant, papa a fait un pas en avant et Thomas a vraiment reculé. En lui prenant sa voiture, en surveillant son téléphone, en lui faisant peur de voir son propre père. Ce n'est pas gérer. C'est de la maltraitance. Le mot est resté suspendu dans l'air. Maltraitance. Je ne m'étais jamais autorisée à le penser avant. Je n'avais jamais nommé ce qui se passait. Mais l'entendre dire à voix haute a fait se fissurer quelque chose dans ma poitrine. De l'étage, Léo a commencé à pleurer. La tension dans la pièce l'avait réveillé. Ou peut-être était-il réveillé depuis le début, sentant le conflit comme toujours. Je me suis tournée immédiatement vers l'escalier, l'instinct maternel l'emportant sur tout le reste. Mais alors que je bougeais, papa Pochentna a posé une main douce sur mon épaule, m'arrêtant un instant. « Fais tes valises », a-t-il dit doucement, « juste pour moi. Vous venez tous les deux avec moi, elle n'emmène le bébé nulle part. » Monique a hurlé, son sang-froid finalement brisé en 1000 morceaux. « Tu ne peux pas simplement. Le bébé est son fils, » a dit papa, sa voix revenant à ce calme dangereux. « Pas le vôtre. Et à moins que vous ne vouliez que j'appelle la police et que j'explique comment vous avez retenu les clés de voiture de ma fille et surveillé son téléphone sans son consentement, je vous suggère de vous pousser. » J'ai regardé Thomas. Une partie de moi espérait encore qu'il se lèverait pour moi,
qu'il me défendrait, qu'il prouverait que quelque part, sous tout ce contrôle, se trouvait l'homme que j'avais épousé. Mais il est resté là, regardant entre sa mère et mon père comme un enfant, attendant que les adultes lui disent quoi faire. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je suis montée pour faire mes bagages. Mes jambes tremblaient, mes mains tremblaient, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Cette maison que j'avais tant essayé de transformer en foyer. Les couleurs de peinture que j'avais choisies et que Monique avait immédiatement changées. Les meubles que je disposais et qu'elle réarrangeait le lendemain. Les photos que j'accrochais et qu'elle enlevait. Ce n'avait jamais été ma maison. C'était une prison que j'avais décorée moi-même. Dans la chambre, je bougeais mécaniquement, sortant les affaires des tiroirs avec des mains tremblantes. Couche, prends tout le paquet. Biberon, tous. L'éléphant en peluche préféré de Léo, celui que ma mère m'avait offert quand je lui ai dit que j'étais enceinte, quelques semaines seulement avant sa mort. Des vêtements pour nous deux, même si je n'arrivais pas à penser clairement à ce dont nous aurions besoin. Documents, certificat de naissance, carte d'identité, mon passeport, tout ce qui y était important. La photo de ma mère et moi à ma remise de diplôme, son sourire si fier, si plein d'espoir pour mon avenir. Je l'ai saisie, cadre et tout, la pressant contre ma poitrine un instant. Serait-elle déçue de la façon dont j'avais laissé les choses empirer? Ou comprendrait-elle? J'entendais des voix étouffées en bas, mais je me suis forcée à continuer de bouger. Emballe juste. Ne pense pas à ce qui va suivre. Alors que je fermais la fermeture éclair du sac à langer, j'ai entendu des pas dans l'escalier, lourds et familiers. Thomas. Il est apparu dans l'embrasure de la porte de la chambre, me bloquant le passage, les bras écartés comme s'il pouvait physiquement m'empêcher de partir. « Chloé, ne fais pas ça !» Sa voix avait encore changé, plus douce maintenant, implorante. « Ne pars pas avec lui. Tu sais que ton père ne m'a jamais aimé. Il a toujours été contre nous. Il te met ses idées dans la tête. » J'ai serré Léo plus fort contre moi. Il avait cessé de pleurer quand je l'avais pris dans mes bras, mais maintenant il s'accrochait fermement à moi, ses petits doigts agrippant mon t-shirt. « Thomas, bouge. Écoute-moi juste une seconde. » Il a fait un pas dans la chambre et j'ai instinctivement reculé. « Tu réagis de manière excessive. Je sais que l'ambiance a été tendue. Je sais que maman peut être lourde parfois. Mais c'est juste parce qu'elle s'inquiète. Nous tenons tous les deux tellement à toi et à Léo. Parlons-en. Je vais mettre des limites avec maman. Je te le promets. De vraies limites, cette fois. » C'était reparti. Le cycle dans lequel j'étais piégée depuis des mois. Contrôle, puis culpabilité, puis affection, puis promesse, puis retour au contrôle. En boucle, jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer le haut du bas. J'avais cru à chaque promesse. Rien n'a changé, ai-je chuchoté, la voix brisée. Ça n'a fait qu'empirer. Ce n'est pas vrai. Tu as pris mes clés de voiture, Thomas. Tu as laissé ta mère surveiller mon téléphone. Tu m'as fait sentir folle parce que je voulais voir mon propre père. Je te protégeais. Tu as été si instable depuis la naissance de Léo. Le médecin a parlé d'anxiété postpartum. Le médecin a dit que je pourrais faire de l'anxiété. Toi et ta mère avez décidé que j'étais incapable de gérer ma propre vie. Le visage de Thomas s'est durci légèrement. Le masque glissait. Il a tendu les bras vers Léo. Donne-le-moi. On va se calmer et en parler rationnellement. Ce n'était pas agressif, ce n'était pas violent, mais il y avait quelque chose dans ce geste, dans la supposition qu'il pouvait simplement prendre mon fils de mes bras, dans ce sentiment de droit qu'il s'arrogeait, qui a fait s'enflammer quelque chose de féroce en moi. J'ai reculé brusquement. Ne le touche pas. Les yeux de Thomas se sont écarquillés et un instant, j'ai vu un véritable choc. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Je n'avais jamais posé une limite aussi ferme. Avant qu'il ne puisse répondre, mon père est apparu en haut de l'escalier. Il bougeait avec ce même calme mesuré qui semblait dans quelque sorte plus dangereux que n'importe quel acte d'agression. « Elle a dit non », a déclaré papa simplement. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer dans l'expression de Thomas. Une vraie peur. Il regardait mon père non pas comme le papa de Chloé, non pas comme le pompier retraité qui venait aux anniversaires, mais comme un homme qui pouvait et allait mettre fin à cette situation de manière décisive. Thomas a reculé hors de la porte. D'en bas, la voix de Monique a hurlé. « J'appelle la police. Elle kidnappe le bébé. Gérard, tu cautionnes son effondrement mental. » Papa a ri, un son amer. «
Tu penses que la police croira ta parole contre celle d'une mère? Une mère qui quitte une maison où on lui a pris sa voiture, où son téléphone a été surveillé et où elle a été contrôlée? Je t'en prie, parce que Cet appel, j'ai rassemblé les sacs prêts, calant Léo sur ma hanche d'un bras. Mes chevilles lançaient encore, mais l'adrénaline rendait cela supportable. Papa m'a pris les sacs les plus lourds sans un mot. Nous sommes descendus ensemble. Monique était au bas de l'escalier, son téléphone à la main, le visage tordu par la rage. « Tu fais une énorme erreur », m'a-t-elle sifflé. « Tu vas le regretter. Tu reviendras en rampant et quand tu le feras. »« Pousse-toi », a dit papa doucement. Quelque chose dans son ton, ou peut-être le regard dans ses yeux, a fait s'écarter Monique. Juste comme ça, la femme qui avait contrôlé chaque aspect de ma vie durant la dernière année s'est ôtée de notre chemin. Je suis passée devant elle. Je suis passée devant Thomas qui faisait les 100 pas inutilement dans le couloir. Je suis passée devant la cuisine où j'avais été critiquée pour chaque repas que j'avais tenté de cuisiner, devant le salon où on m'avait dit que ma façon d'être mère était trop douce, trop anxieuse, trop toute. À la porte, j'ai hésité. Pas par doute, mais par l'étrange besoin de marquer le moment. J'ai regardé autour de moi une dernière fois, vers la maison qui m'avait lentement étouffée, la belle prison que j'avais tant essayé d'aimer, puis je suis sortie. Papa m'a suivi. La porte s'est refermée derrière nous. Thomas ne nous a pas suivis dehors. Monique ne nous a pas poursuivis jusqu'à la camionnette. Ils sont restés à l'intérieur. Et j'ai réalisé avec une clarté glaciale qu'ils étaient déjà passés à leur prochaine stratégie. Ce n'était pas fini. Papa a attaché Léo dans son siège pendant que je montais côté passager. Tout mon corps tremblait maintenant que nous partions vraiment. En sortant de l'allée, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière vers la maison dans le rétroviseur latéral, la regardant devenir de plus en plus petite. « Papa », ai-je dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Et s'il vient pour Léo, et s'il essaye de me le prendre, il pourrait dire que je suis inapte, instable. Ils construisent ce récit depuis des mois. » Papa s'est penché et m'a serré brièvement la main avant de la remettre sur le volant. « Alors il rencontrera un homme qui ne recule pas », a-t-il dit fermement. « Et nous montrerons à chaque juge, à chaque avocat, à chaque personne qui doit le voir, exactement ce qu'ils t'ont fait. Tu n'es pas seule là-dedans, Chloé. Plus maintenant. » J'ai appuyé mon visage contre la vitre, regardant les rues familières défiler, en direction de la maison de mon père, vers la sécurité, vers un air que je pouvais respirer. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je ne demandais pas la permission pour quitter une pièce. Je ne vérifiais pas anxieusement mon téléphone pour voir si j'avais manqué un appel. Je ne calculais pas si mes paroles allaient déclencher une dispute. J'étais juste une mère tenant son fils, s'éloignant des gens qui avaient essayé de la convaincre qu'elle n'était rien. Et quelque part sous la peur, l'épuisement et le choc, j'ai senti la plus petite étincelle de quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. La camionnette de papa est entrée dans son allée juste au moment où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose qui semblaient presque trop paisibles pour ce que je ressentais à l'intérieur. La maison ressemblait exactement à mes souvenirs d'enfance, modeste, chaleureuse, avec le vieux casque de pompier de papa toujours accroché près de la porte et les carillons avant de maman chantant encore sous le porche. Je n'étais pas venue ici depuis 2 mois. 2 mois d'excuses et de plans annulés et de suggestions prudentes de Thomas disant que peut-être nous devrions recevoir papa chez nous où c'était plus facile avec le bébé. En descendant de la camionnette, quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Je pouvais respirer, vraiment respirer. Personne n'allait apparaître dans l'encadrement de la porte avec des critiques sur la façon dont je tenais Léo, sur mon apparence, ou si je m'étais souvenue de faire quelque chose qu'on ne m'avait jamais demandé de faire en premier lieu. Papa a ouvert la porte et s'est écarté, me laissant entrer en premier. L'odeur familière m'a frappée immédiatement. Café, vieux livres, la faible odeur de feu de bois de la cheminée. La maison, c'était la maison. J'ai posé Léo avec précaution sur le tapis du salon et il a immédiatement commencé à ramper, explorant avec une excitation que je n'avais pas vue depuis des semaines. Il a touché les vieilles bottes de papa près de la porte, a babillé joyeusement devant les photos au mur, s'est tissé en s'appuyant sur la table basse pour examiner une collection de médailles. « Il est heureux », ai-je chuchoté, regardant mon fils glousser en découvrant la collection de camions de pompiers antiques de papa sur une étagère basse. « Les enfants savent quand ils sont en sécurité », a dit papa doucement, posant nos sacs. « Les animaux le savent aussi, c'est l'instinct. »
Les mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Léo savait. Mon bébé avait senti la tension dans cette maison, absorbé les critiques et le contrôle, ressenti l'anxiété constante de sa mère. Et maintenant, en quelques minutes chez son grand-père, c'était un enfant différent. Qu'est-ce que je lui avais fait? Qu'est-ce que j'avais laissé arriver? Papa a dû voir mon visage s'effondrer car il a été aussitôt à mes côtés, la main sur mon épaule. « Ne va pas par là, ma fille. Tu l'as sorti. C'est ce qui compte. » Il m'a guidée vers la table de la cuisine et m'a fait asseoir. « Première chose, a-t-il dit, ton téléphone reste éteint. Ils peuvent te tracer grâce à lui et je ne prends aucun risque. Deuxièmement, tu ne retourneras jamais là-bas seul. C'est clair? » J'ai hoché la tête, me sentant à nouveau comme une enfant, mais dans le bon sens. Quelqu'un me protégeait. Quelqu'un prenait des décisions conçues pour me garder en sécurité, pas pour me contrôler. « Je vais nous préparer le dîner, » a dit papa. « Toi, reste assise avec Léo. Repose-toi. Repose-toi. Quand était la dernière fois que quelqu'un m'avait dit de me reposer sans que ce soit une critique de mon incapacité à gérer les choses? Cette nuit-là, après que papa eut préparé des croque-monsieur et une soupe à la tomate, le repas réconfortant de maman, celui qu'elle faisait chaque fois que j'étais malade ou triste, j'ai bordé Léo dans le lit de la chambre d'amis, l'entourant d'oreillers pour le garder en sécurité. Papa avait trouvé un vieux babyphone à la cave, encore dans sa boîte depuis ma naissance. « Je n'ai jamais rien jeté de toi, » a-t-il admis. « Ta mère ne me laissait pas faire. Elle disait que tu pourrais en avoir besoin un jour. » La pensée de maman m'a piqué les yeux. Elle était morte il y a 3 ans. Un cancer qui avait progressé trop vite pour qu'aucun de nous ne puisse l'accepter. Si elle avait été là, aurait-elle vu ce qui se passait? M'aurait-elle empêché d'épouser Thomas dès le début? Je me suis glissée dans l'autre lit d'amis, épuisée au-delà de toute mesure. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie assez en sécurité pour fermer les yeux sans l'angoisse de ce qui se passerait pendant mon sommeil. Mais la sécurité n'a pas arrêté les cauchemars. Je me suis réveillée en haletant, le cœur battant à tout rompre, convaincue d'avoir entendu les pas de Monique dans le couloir. Le rêve avait été si vif, elle debout, au-dessus du berceau de Léo, le prenant, me disant que j'avais perdu ma chance, que j'avais prouvé que j'étais inapte. Toc-toc discret à la porte. « Chloé, ça va là-dedans » La voix de papa. Réelle, présente, sûre. « Juste un cauchemar » ai-je répondu, la voix tremblante. La porte s'est ouverte légèrement et papa s'est tenu en silhouette dans la lumière du couloir. « Tu es en sécurité, chérie. C'est juste moi. Tu veux de l'eau » J'ai hoché la tête. Il a disparu et est revenu quelques instants plus tard avec un verre, s'asseyant sur le bord du lit comme il le faisait quand j'étais petite et que j'avais peur de l'orage. Je continue de penser qu'ils vont venir le prendre, ai-je chuchoté, que je vais me réveiller et que Léo ne sera plus là et qu'ils auront convaincu tout le monde que je suis folle. Ça n'arrivera pas. La voix de papa était ferme. Je te le promets, Chloé, ça n'arrivera pas. Mais alors que je pleurais doucement sur son épaule pour ne pas réveiller Léo, je n'étais pas sûre de le croire. Le lendemain matin, bien que j'aie gardé mon téléphone éteint, Thomas a trouvé un moyen. À 7 heures, le téléphone de papa a sonné et n'a plus arrêté. Appel après appel après appel, chacun venant du numéro de Thomas. Papa a finalement répondu au 10e appel, mettant le haut-parleur pour que je puisse entendre. « Où est-elle » La voix de Thomas était tendue, contrôlée, dangereuse dans son calme. « Où est ma femme, Gérard ?»« Ta femme est exactement là où elle a choisi d'être, » a répondu papa calmement. « Laisse-moi lui parler, maintenant. » Elle ne veut pas te parler. Tu lui empoisonnes l'esprit. Tu m'as toujours détesté. Tu as toujours pensé que tu savais mieux que tout le monde. Papa a raccroché, a bloqué le numéro. Le téléphone fixe a sonné 5 minutes plus tard. Cette fois, c'était la voix de Monique sur le répondeur et papa a laissé sonner pour que je puisse entendre. « Gérard, écoute-moi très attentivement. Chloé est confuse. Elle ne pense pas clairement. La dépression postpartum peut faire aux femmes des choses irrationnelles et nous sommes tous très inquiets pour elle. Ramène-la et nous pardonnerons cet épisode. Nous lui ferons avoir l'aide dont elle a besoin. Mais si tu continues à cautionner ce comportement, il y aura des conséquences. Des conséquences juridiques. Nous avons des preuves documentées de son instabilité, de son incapacité à s'occuper correctement de Léo. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. » Le mot « pardonneront » m'a glacé le sang. Me pardonner pourquoi? Pour avoir voulu mes clés de voiture? Pour ne pas avoir voulu être surveillée?
pour avoir quitté une situation où j'étais traitée comme une prisonnière? Papa a fait réécouter le message 2 fois, puis l'a sauvegardé avant de l'effacer du répondeur. On garde tout ça, a-t-il dit. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, des preuves. Cet après-midi-là, pendant que Léo faisait la sieste, j'ai tout raconté à papa. Pas la version édulcorée, pas la version où je minimisais ou trouvais des excuses, la vraie version. Comment Monique critiquait chaque repas que je cuisinais, me disant que j'élevais Léo pour qu'il soit difficile, comment elle inspectait mes tickets de caisse et me disait que j'étais gaspilleuse. Comment elle passait au crible mon armoire et retirait les vêtements qu'elle jugeait inappropriés pour une mère. Comment elle me disait que je prenais trop de poids, puis dans le même souffle disait que j'étais trop maigre et que je ne mangeais clairement pas assez. Comment Thomas prenait toujours son parti. Comment il disait « Maman essaie juste d'aider » ou « Tu es trop susceptible » ou « Pourquoi tu dois toujours rendre les choses difficiles ?» Comment il m'avait lentement coupé de mes amis, me disant que j'étais trop fatiguée pour les obligations sociales, que Léo avait besoin de cohérence et de routine. Comment les visites avec papa continuaient d'être reportées parce qu'il se passait toujours quelque chose. Thomas avait un truc au travail. Monique ne se sentait pas bien. Le temps était mauvais. Léo était grognon. Comment il m'avait fait douter de ma propre mémoire, de ma propre perception, de ma propre santé mentale. Il m'avait dit que j'avais laissé la voiture tourner 2 fois. « Papa », ai-je dit, la voix brisée. Je ne me souviens pas avoir fait ça. Je me souviens de l'avoir éteinte, mais ils insistaient et ils semblaient si inquiets, et j'ai pensé que peut-être je perdais la tête. Les poings de papa se sont serrés si fort que ses jointures ont blanchi. Il s'est levé et a fait les 100 pas vers la fenêtre, le dos rigide de rage contenue. Il t'isolait, a-t-il dit, la voix rauque. Schéma classique de maltraitance. Faire douter de toi-même, te couper du soutien, te rendre dépendante, puis contrôler chaque aspect de ta vie. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu des larmes dans ses yeux pour la première fois depuis l'enterrement de maman. C'est de la maltraitance, Chloé. Ce qu'ils t'ont fait, c'est de la maltraitance. Tu n'imaginais pas les choses. Tu ne réagissais pas de manière excessive. Tu étais systématiquement démolie. L'entendre dire par lui, clairement, sans place pour le doute, a fait bouger quelque chose en moi. La culpabilité que je portais, la honte, la question constante de savoir si j'étais le problème. Ça a commencé à se lever. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je chuchoté. Papa s'est essuyé les yeux brutalement et s'est rassis. « Demain, on parle à un avocat. Ce soir, tu te reposes et tu arrêtes de te demander si tu as fait le bon choix. Tu t'es sauvé toi et ton fils. C'est ça que tu as fait. » Cette nuit-là, j'ai tenu Léo pendant qu'il dormait, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, son petit visage paisible d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Papa avait raison, je l'avais sorti. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que Thomas et Monique n'en avaient pas encore fini avec moi. Une amie de longue date de papa, maître Valérie Lefebvre, avait un cabinet dans un bâtiment historique rénové du centre-ville. Murs en briques apparentes, et hautes fenêtres laissant entrer des flots de lumière matinale. Elle avait la cinquantaine, des yeux perçants, des cheveux striés d'argent tirés en un chignon strict et ce genre de présence calme et concentrée qui m'a fait me sentir immédiatement plus en sécurité. « Gérard m'a appelé hier soir », a-t-elle dit, nous faisant signe de nous asseoir. Papa avait arrangé pour que sa voisine, Madame Petit, garde Léo, disant que cette conversation nécessitait toute mon attention. Il m'a donné les bases, mais j'ai besoin de l'entendre de toi. Commence par le début. Alors, je lui ai tout raconté à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Maître Lefebvre prenait des notes, posait des questions spécifiques, hochait la tête à certains détails d'une manière qui me faisait comprendre qu'elle avait déjà entendu des histoires comme la mienne. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Chloé, ce que tu décris, c'est de l'emprise psychologique et du contrôle coercitif. C'est un schéma comportemental conçu pour t'isoler, te rendre dépendante et t'enlever ton autonomie. Te prendre ta voiture, surveiller ton téléphone, contrôler tes finances, limiter les contacts avec ton père. Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est de la violence systématique. Le mot violence me faisait encore tressaillir, mais l'entendre d'une avocate, de quelqu'un qui traitait ces cas professionnellement, l'a rendu plus réel, plus valide. Qu'est-ce qu'on peut faire?
a demandé papa. Premièrement, on documente tout, chaque appel, chaque message, chaque interaction. Deuxièmement, on demande une ordonnance de protection s'il continue à harceler Chloé. Troisièmement, on se prépare pour une bataille pour la garde parce que d'après ce que tu m'as dit, ils vont essayer d'utiliser des accusations d'instabilité contre toi. Mon estomac a chuté. Moi, ils l'ont dit. Monique a dit qu'ils avaient de la documentation sur mon instabilité. L'expression de Maître Lefebvre s'est durcie. Alors, on les devance. On récupère tes dossiers médicaux montrant aucune diagnose de dépression postpartum ou de psychose. On obtient des déclarations de ton médecin. On prouve que leurs inquiétudes ont été fabriquées pour justifier le contrôle. Et on se prépare à ce qu'ils ne deviennent pas méchants, parce que les gens qui perdent le contrôle ne s'en vont pas silencieusement. Nous avons quitté le cabinet avec un plan et le sentiment grandissant que la situation allait empirer bien avant de s'améliorer. De retour chez papa, nous avons trouvé la voiture de Thomas dans l'allée. Mon cœur s'est arrêté. Papa a immédiatement tendu le bras, me bloquant. « Reste derrière moi. » Thomas faisait les 100 pas sur la pelouse avant et quand il nous a vus, il s'est précipité, le visage rouge, les yeux sauvages avec quelque chose entre la panique et la rage. « Chloé, qu'est-ce que c'est que tu fais? Tu ne peux pas juste prendre Léo et disparaître. » Papa s'est mis entre nous. Elle n'a pas disparu. Elle a quitté une situation où elle était contrôlée. Contrôlée? Thomas a ri, mais c'était un son dur, désespéré. C'est ce qu'elle t'a dit? Qu'on la contrôlait? On prenait soin d'elle. On l'a soutenue quand elle arrivait à peine à fonctionner. En lui prenant sa voiture, la voix de papa était dangereusement calme. Elle n'était pas prudente au volant. Elle était distraite, anxieuse. Laisse-moi lui parler. Thomas a essayé de contourner papa, mais papa a bougé avec lui. Maintenant, la barrière entre nous. Chloé, s'il te plaît, parle-moi juste 5 minutes sans qu'il interfère. Elle ne veut pas te parler, a dit papa fermement. C'est là que la voiture de Monique s'est garée et j'ai compris que c'était coordonné. Elle est descendue parfaitement composée et a marché vers nous avec l'air de quelqu'un qui arrive pour nettoyer un gâchis. Gérard, quand ma belle-fille est morte, je suis intervenue pour aider, a dit Monique, la voix dégoulinante de fausse douceur. J'ai élevé Thomas et sa sœur à travers la tragédie. Et quand Chloé a eu besoin de soutien, nous avons ouvert notre maison et nos cœurs. C'est comme ça qu'elle nous rembourse, en s'enfuyant dans la nuit avec notre petite-fille. Votre petite-fille? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Léo est mon fils. Les yeux de Monique ont claqué sur moi avec une fureur froide. Et où pensais-tu l'élever? Chez ton père? Sans emploi, sans stabilité? Nous t'avons tout donné. Un toit, de la nourriture, la garde de l'enfant. Et si tu pars, tu perdras aussi Léo. La menace était au grand jour maintenant, plus voilée. C'est une menace? A demandé papa, sa voix portant à travers la cour. Thomas est intervenu en essayant de limiter les dégâts. Maman, arrête, Chloé, elle ne veut pas dire. Mais Monique n'avait pas fini. Nous avons de la documentation, des messages où elle admet ne pas arriver à gérer la maternité. Des photos d'elle laissant Léo sans surveillance. Des inquiétudes médicales que nous avons soulevées avec son médecin. Des mensonges, ai-je dit, la voix tremblante mais claire. Tout ça, vous avez fabriqué des preuves pour me contrôler. Prouve-le, a répliqué Monique en souriant. Papa a sorti son téléphone. Rentre, Chloé, papa, à l'intérieur, maintenant. J'ai hésité, tiraillée entre la peur et la fureur. Mais l'expression de papa était si concentrée, si contrôlée que j'ai obéi. Je suis entrée, j'ai verrouillé la porte et j'ai regardé par la fenêtre papa passer un appel. 10 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. Par la fenêtre, j'ai regardé papa parler calmement à l'agent, pointant Thomas et Monique. Puis la maison. L'agent a hoché la tête, a pris des notes, a parlé brièvement à Thomas et Monique. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais j'ai vu le visage de Thomas blêmir et l'expression de Monique passer de confiante à inquiète. Finalement, l'agent est remonté dans sa voiture. Thomas et Monique sont montés dans leur véhicule et sont partis. Papa est entré, le visage sombre. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» ai-je demandé. « La vérité, que tu as quitté une situation de contrôle. Qu'ils se sont présentés chez moi sans invitation et ont fait des déclarations menaçantes sur le fait de te prendre ton enfant. » Il m'a tendu une carte. L'agent a tout documenté. Il a dit « S'ils reviennent,
appelez immédiatement. Il a aussi suggéré de porter plainte pour harcèlement et de documenter le contrôle coercitif. Cet après-midi-là, nous sommes allés au commissariat. L'agente qui a pris ma déposition était une femme dans la quarantaine avec des yeux gentils qui a écouté sans juger pendant que j'expliquais tout. Les clés de voiture, la surveillance du téléphone, l'isolement, les menaces. « C'est plus courant que vous ne le pensez », a-t-elle dit doucement. « Vous avez fait la bonne chose en partant. Continuez à tout documenter. Gardez chaque message, chaque vocal, chaque interaction. » En quittant le commissariat, mon téléphone, que j'avais rallumé pour montrer à l'agente l'application de traçage que Thomas avait installée, a vibré avec un message d'un numéro inconnu. « Si tu ne reviens pas cette semaine, les choses vont devenir moches. Pense à Léo. » Je l'ai montré à papa, la main tremblante. Il a sorti son propre téléphone et a répondu depuis son numéro. Elle n'est plus seule. Puis il a pris mon téléphone et l'a éteint. Demain, on te prend un nouveau numéro. Ce soir, on s'assure que chaque porte et fenêtre de cette maison est verrouillée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit, convaincu que Thomas allait se présenter et prendre Léo d'une manière ou d'une autre pendant que je ne regardais pas. La partie rationnelle de mon cerveau savait que papa était là, savait qu'on avait appelé la police, savait que j'avais des protections légales qui commençaient à se former autour de moi, mais la partie traumatisée, la partie qui avait passé un an à s'entendre dire que j'étais incompétente, instable, inapte, cette partie continuait de chuchoter qu'ils avaient une raison, que je ne pouvais pas protéger mon fils, que j'allais le perdre. Je me suis levée 3 fois pour vérifier Léo, juste pour m'assurer qu'il respirait encore, qu'il était encore en sécurité, encore à moi. Le 3e jour, le bureau de papa était un chaos de papier. Il avait toujours été méthodique. 30 ans comme pompier lui avaient appris à tout documenter. Et maintenant, il appliquait la même approche systématique à la construction de notre dossier. Trouver quelque chose. Il a appelé depuis son bureau et j'ai accouru avec mon café. Il avait épluché de vieux emails, de vieux documents financiers, des choses que Thomas lui avait demandé de cosigner il y a des années quand ils avaient acheté la maison. Papa avait tout gardé organisé dans des dossiers étiquetés, datés et annotés. Regarde ça. Il a pointé une chaîne d'emails d'il y a 2 ans. Quand toi et Thomas achetiez la maison, Thomas m'a dit que vous aviez discuté de la mettre à son nom et à celui de Monique pour des raisons fiscales. Il m'a demandé de ne pas t'en parler parce que tu étais stressé par le déménagement. J'ai fixé les emails, le cœur serré. Je n'ai jamais su ça. Il m'a dit que nos 2 noms étaient sur l'acte. Ce n'est pas le cas. Papa a ouvert un autre document. La maison est au nom de Thomas uniquement. Tu paies la moitié du crédit d'une maison que tu ne possèdes pas légalement. La pièce a tourné légèrement. Chaque chèque que j'avais fait, chaque virement, chaque euro de mes économies qui étaient allés dans notre maison. Je ne possède rien. Ils ont planifié ça, ai-je chuchoté. Depuis le début, continue de chercher, a dit papa sombrement. Il y a plus. Pendant que papa continuait sa plongée dans les documents, j'ai commencé à reconstruire ma propre confiance. J'ai cuisiné le petit déjeuner pour Léo sans que quelqu'un critique la valeur nutritionnelle. J'ai joué avec lui sans que quelqu'un commande ses étapes de développement ou leur absence. Je l'ai habillé avec des vêtements que je choisissais, pas des vêtements approuvés par Monique. J'ai ri, vraiment ri, aux grimaces de Léo, à une publicité drôle à la télé, à la terrible tentative de papa de faire des crêpes qui ont fini en forme d'art abstrait. « Tu as l'air différente », a observé papa un après-midi pendant que nous regardions Léo empiler des cubes. « Différente comment ?»« Comme si tu étais là. Vraiment là, pas juste en train de faire les gestes. » Il avait raison. Ce brouillard constant d'anxiété, la sensation perpétuelle d'être sur le point de gâcher quelque chose. L'épuisante gymnastique mentale pour essayer d'anticiper ce qui déclencherait une dispute. Tout ça se levait pièce par pièce. J'ai commencé à tenir un journal de tout comme Maître Lefebvre l'avait suggéré. Pas seulement la maltraitance, mais la guérison. Les petites victoires. Léo dormant mieux, mon appétit revenant, les cauchemars devenant moins fréquents. Puis Maître Lefebvre a appelé avec des nouvelles qui m'ont glacé le sang. « Chloé, j'ai besoin que tu écoutes attentivement », a-t-elle dit sur haut-parleur, pendant que papa et moi étions assis à la table de la cuisine. J'ai fait quelques recherches sur tes finances et j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant.
Elle a expliqué que Thomas avait accédé à mon compte d'épargne personnel, celui que j'avais ouvert avant notre mariage, celui qui devait être à moi seule, et transférait de l'argent pour rembourser un prêt privé. Combien? Ai-je demandé, même si je n'étais pas sûre de vouloir savoir. 25 000 € sur les 18 derniers mois. Je ne pouvais plus respirer. 25 000 €. Mon fonds d'urgence, ma sécurité, l'argent que j'avais économisé de mon travail avant la naissance de Léo, l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour reprendre mes études. Le prêt a été contracté par Monique Dubois, a continué Valérie, pour ses dépenses personnelles. Thomas utilise ton argent pour payer la dette de sa mère. On peut le récupérer? A demandé papa, la voix tendue de fureur contenue. On peut essayer. Ce sera une partie de la procédure de divorce. Mais Chloé, il y a plus. Valérie fit une pause. J'ai trouvé des échanges de messages entre Thomas et Monique. Ils faisaient partie des documents divulgués par l'avocat de Thomas. Il ne réalise pas ce qu'il révèle. Elle en a lu certains à voix haute, et chacun a semblé comme un coup de poing dans le ventre. Maman, Chloé devient agitée. On doit l'occuper avec le bébé. Limitons ses contacts avec Gérard. Il lui fait remettre les choses en question. D'accord, on devrait prendre la voiture pour un moment, la rendre plus dépendante de nous. Elle a commencé à parler de retourner travailler. On ne peut pas laisser ça arriver. Elle doit se concentrer sur son rôle de mère. Il parlait de moi comme si j'étais un problème à résoudre, une variable à contrôler, un projet à gérer. Chaque restriction, chaque critique, chaque moment où je m'étais sentie folle de les questionner. Tout avait été calculé. Ils ont tout planifié, ai-je dit, la voix creuse. Chaque chose. Le visage de papa était devenu dangereusement calme, de la manière dont il le faisait quand il était le plus en colère. Valérie, quelle est notre prochaine étape? Et on présente tout ça au tribunal. Manipulation financière, preuve documentée de contrôle coercitif et ces messages montrant la préméditation, Chloé. Ça renforce considérablement ton dossier. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le porche pendant que Léo faisait la sieste. Fixant la rue où je faisais du vélo enfant, j'ai pensé à la femme que j'étais avant Thomas. Confiante, ambitieuse, heureuse, j'ai pensé à la femme que j'étais devenue dans cette maison. Petite, anxieuse, s'excusant constamment d'exister, et j'ai pensé à la femme que je devenais maintenant. Plus forte, plus claire, ripostant. Papa est sorti et s'est assis à côté de moi. « Ça va ?» Je suis restée parce que je pensais que c'était ma faute, ai-je dit doucement. Je pensais que si je pouvais juste être meilleure, faire mieux, être l'épouse et la mère parfaite qu'il voulait que je sois, alors tout irait bien. Ça n'a jamais été une question d'être assez bien, a dit papa. C'était une question de leur besoin de contrôle. Et pour des gens comme ça, ce n'est jamais assez. Tu aurais pu être parfaite. Et ils auraient trouvé autre chose à critiquer, un autre moyen de maintenir le pouvoir. Je sais ça, maintenant. Je l'ai regardé. Mais pendant un moment, là-bas, j'ai oublié qui j'étais. Tu t'es souvenu, a dit papa simplement. C'est ça qui compte. Cette nuit-là, Thomas s'est présenté de l'autre côté de la rue, garé là où le lampadaire n'atteignait pas tout à fait, juste assis dans sa voiture à regarder la maison. Papa a appelé la police immédiatement. Le temps qu'ils arrivent, Thomas était parti, mais l'agent a pris un rapport et l'a noté comme un comportement de harcèlement potentiel. Il escalade, a averti Valérie quand papa a appelé pour la mettre à jour. Les gens qui perdent le contrôle font souvent ça. Chloé doit être préparée à ce qu'il empire avant que tout ça soit fini. Papa a installé des caméras sur le porche et des lumières à détection de mouvement dans le jardin. Il a fait activer un système de sécurité cette nuit-là. Madame Petit d'à côté a promis de garder un œil ouvert pendant la journée. On ne prend aucun risque, a dit papa fermement. Cette nuit-là, j'ai tenu Léo, lui chantant la berceuse que ma mère me chantait, et j'ai senti quelque chose se solidifier dans ma poitrine. Résolution, détermination, la certitude absolue que quoi qu'il arrive ensuite, je protégerai mon fils. Ils ont essayé de me briser. Ils ont essayé de me faire douter de moi-même, de me rendre faible et dépendante et contrôlable. Mais je n'étais pas brisée. J'étais en colère et j'étais prête à me battre. Le tribunal semblait massif et intimidant. Sols en marbre, couloirs résonnants et gens en costume passant précipitamment avec des expressions sérieuses.
Je portais la seule robe professionnelle que j'avais réussi à emballer, mes mains tremblant légèrement alors que je tenais le dossier de documents que Valérie avait préparé. Papa marchait à côté de moi, solide et stable avec Léo sécurisé dans un porte-bébé sur sa poitrine. Valérie ouvrait la marche, ses talons claquant avec assurance sur le sol poli. De l'autre côté du couloir, je les ai vus. Thomas dans un costume que je n'avais jamais vu avant, probablement acheté juste pour ça. Monique à côté de lui, habillée comme si elle assistait à une réunion d'affaires, le visage composé et confiant. Ils m'ont regardé et j'ai vu le calcul dans les yeux de Monique, le dédain dans l'expression de Thomas. Il pensait avoir déjà gagné. La salle d'audience elle-même était plus petite que je ne l'avais imaginé, mais pas moins intimidante. Nous nous sommes assis d'un côté, eux de l'autre, et la juge, une femme dans la soixantaine aux yeux perçants et à l'expression suggérant qu'elle avait entendu toutes les excuses et mensonges possibles, a examiné les documents devant elle. L'audience a commencé. L'avocat de Thomas a parlé en premier, peignant le tableau d'un mari et d'une grand-mère inquiets, essayant d'aider une nouvelle mère instable. Ils ont présenté leurs preuves, capture d'écran de SMS où j'admettais être fatiguée, photos où Léo pleurait, une lettre de Monique détaillant ses inquiétudes sur ma santé mentale. C'était si soigneusement construit, si crédible, si on ne connaissait pas le contexte. J'ai senti ma confiance vaciller jusqu'à ce que Valérie se penche et chuchote. « Laisse-les finir, c'est notre tour. » Puis Monique a fait sa première erreur. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Quand la juge a posé une question de clarification sur la raison pour laquelle ils avaient pris mes clés de voiture, Monique a interrompu. « Madame la Présidente, si je peux me permettre, Chloé n'était pas responsable. Elle a laissé la voiture tourner plusieurs fois. Elle n'arrivait pas à se souvenir où elle s'était garée. Elle était clairement incapable de... » « Madame Dubois, » a dit la juge sèchement, « vous aurez l'occasion de parler quand on vous le demandera. Une interruption de plus et il vous sera demandé de sortir. » Le visage de Monique a rougi, mais elle s'est rassise, la mâchoire serrée de fureur contenue. Quand c'était notre tour, Valérie a été méthodique et dévastatrice. Elle a présenté l'application de traçage sur mon téléphone, les relevés financiers montrant les retraits non autorisés, les messages entre Thomas et Monique discutant des stratégies pour me garder dépendante, les rapports de police documentant leur harcèlement, la documentation de la voiture montrant qu'elle était enregistrée au nom de Monique, pas au mien, malgré le fait que ce soit un cadeau. Le plus accablant de tout, elle a présenté mes dossiers médicaux, qui ne montraient aucun diagnostic de dépression postpartum ou de psychose, contredisant leurs affirmations sur mon instabilité mentale. La défense a peint Madame Dubois comme une famille inquiète aidant une mère malade, a dit Valérie clairement. Ce que les preuves montrent, c'est un effort coordonné pour isoler, contrôler et exploiter financièrement ma cliente. C'est un cas d'école d'emprise et de contrôle coercitif. Thomas a essayé de maintenir son acte de mari triste, expliquant comment il essayait juste de me protéger pour garder notre famille unie. Mais quand la juge lui a demandé directement à propos de l'accès non autorisé à mon compte d'épargne, il a trébuché. Nous avions une entente. L'argent était pour les dépenses familiales. Est-ce que Madame Chloé a autorisé ces retraits? Eh bien, pas explicitement, mais nous avons discuté. Oui ou non, Monsieur Dubois? Non. La juge a pris une note, son expression illisible. Puis j'ai parlé. Valérie m'avait coachée pour rester calme. M'en tenir aux faits, ne pas laisser l'émotion submerger le récit. Mais quand la juge m'a demandé de décrire mon expérience, quelque chose en moi s'est ouvert. Madame la Présidente, je n'avais pas le droit de voir mon père. Ai-je dit, la voix tremblante mais claire. Quand je voulais lui rendre visite, il y avait toujours une raison pour laquelle je ne pouvais pas. Thomas avait un truc au travail. Monique ne se sentait pas bien. Le bébé avait besoin de routine. Chaque fois que j'essayais de maintenir le contact avec mon propre père, on me disait que j'étais égoïste, que je ne priorisais pas ma famille. J'ai pris une inspiration, regardant directement la juge. Ils ont pris ma voiture et m'ont dit que j'étais irresponsable. Ils ont surveillé mon téléphone et ont dit que c'était pour mon bien. Ils ont accédé à mes économies et ont dit que c'était pour les dépenses familiales. Ils m'ont fait douter de ma propre mémoire, de mon propre jugement, de ma propre santé mentale.
Et quand je suis finalement partie, quand j'ai finalement choisi de me protéger moi et mon fils, ils ont menacé de me le prendre. Ils ont dit que j'étais inapte, instable, que je regretterais d'être partie. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Je n'étais pas parfaite, j'étais fatiguée, j'étais anxieuse, mais je n'étais pas instable. J'étais systématiquement démolie par des gens qui prétendaient m'aimer. Et tout ce que je veux maintenant, c'est la chance d'élever mon fils en paix, sans peur, sans contrôle, sans quelqu'un me disant que j'échoue à être mère chaque jour. La salle d'audience était silencieuse quand j'ai fini. Même Monique, pour une fois, n'avait rien à dire. La juge a examiné ses notes pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, elle a levé les yeux. Sur la base des preuves présentées, de la manipulation financière, du contrôle coercitif documenté, du harcèlement suivant le départ de Mme Chloé et de l'absence de toute preuve crédible d'instabilité mentale. Elle a ajusté ses lunettes. Je statue comme suit. Mme Chloé conserve la garde physique et légale complète de Léo Dubois en attendant une évaluation plus approfondie. Une ordonnance de protection est accordée interdisant à Thomas Dubois et Monique Dubois de contacter Mme Chloé directement ou par des tiers, de s'approcher à moins de 150 mètres de sa résidence et de toute communication concernant l'enfant, sauf par l'intermédiaire d'avocats ou de visites supervisées par le tribunal. Madame la Présidente, Thomas a commencé à se lever, mais son avocat l'a tiré vers le bas. De plus, a continué la juge, son ton ne souffrant aucune réplique. J'ordonne un audit financier complet pour déterminer l'étendue des retraits non autorisés des comptes de Mme Chloé, avec restitution à déterminer. Monsieur Dubois, vous devriez vous estimer chanceux que je ne renvoie pas cette affaire pour des poursuites pénales à ce stade. Monique s'est vraiment levée. C'est absurde, nous l'aidions. Gérard la manipule. Madame Dubois, asseyez-vous immédiatement ou soyez expulsée, a dit la juge froidement. J'ai examiné les preuves. La seule manipulation que je vois documentée ici est la vôtre. Le marteau est tombé avec un claquement sec qui a semblé résonner à travers tout mon corps. L'audience est levée. Je me suis effondrée dans les bras de Valérie, sanglotant des mois, peut-être des années, de peur, de culpabilité et de honte. Papa nous a enveloppés toutes les deux dans une étreinte, Léo coincé en sécurité entre nous, probablement confus quant à la raison pour laquelle maman pleurait, mais papy souriait. « Oh, tu l'as fait, ma chérie », a chuchoté papa dans mes cheveux. « Tu es libre. » À l'extérieur du tribunal, Thomas a essayé une dernière fois. Nous marchions vers la voiture quand il a appelé à travers le parking, la voix désespérée et brute. « Chloé, on peut arranger ça. Ne jette pas notre mariage. Pense à Léo. Il a besoin de son père. » Je me suis arrêtée. Pas parce que j'étais tentée, pas parce que je doutais, mais parce que j'avais besoin de marquer ce moment. J'avais besoin de dire ce que j'aurais dû dire il y a des mois. Je me suis tournée pour lui faire face, debout entre mon père et mon avocate, tenant l'ordonnance de protection qui le garderait loin de moi. « Non, Thomas », ai-je dit, la voix stable et claire. Léo a besoin d'une mère qui est en sécurité, qui est libre, qui peut lui apprendre que l'amour ne ressemble pas au contrôle. Tu ne peux plus me manipuler. Tu ne peux plus me faire douter de moi-même. Tu n'auras plus aucune part de moi. Jamais. Son visage s'est chiffonné, mais je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de doute, juste de la clarté. Je me suis tournée et j'ai marché vers la camionnette de papa et je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, papa m'a aidé à emménager dans mon propre appartement. C'était petit. Un 2 pièces avec de la place pour le lit de Léo, une petite cuisine, un salon juste assez grand pour un canapé et quelques jouets. Mais c'était à moi, vraiment à moi. Mon nom sur le bail, mon choix de rideau, mes décisions sur tout. De quoi manger, à quand dormir, à qui était autorisé à l'intérieur. J'ai installé le lit de Léo près de la fenêtre où la lumière du matin le réveillerait doucement. J'ai accroché la photo de ma mère au mur, son visage souriant, ses yeux qui ressemblaient tant aux miens, son expression qui semblait dire « Je suis fière de toi ». « Maman », ai-je chuchoté en touchant le cadre. « Je suis en sécurité maintenant. Nous sommes en sécurité. » Cette première nuit seule dans mon propre appartement, après que papa fut parti et que Léo fut endormi, le silence semblait à la fois terrifiant et libérateur. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion et j'ai juste respiré. Personne ne surveillait ce que je faisais. Personne n'allait critiquer mes choix. Personne n'allait me dire que j'échouais.
J'ai sorti mon téléphone. Nouveau numéro, pas d'appli de traçage, juste le mien, et j'ai envoyé un SMS à mon père. Merci de m'avoir sauvé. Sa réponse est arrivée immédiatement. Tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste rappelé qui tu étais. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon petit appartement. Le début de quelque chose de nouveau. Les fondations d'une vie construite selon mes propres termes. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je n'avais pas peur. Je n'étais pas brisée. J'étais libre. Et quelque part dans le calme de ce petit appartement, avec mon fils dormant paisiblement dans la pièce à côté, et mon avenir s'étendant incertain mais mien, j'ai senti quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. Un espoir réel, solide, inébranlable. Ce n'était que le début. Il y aurait des jours difficiles à venir, des batailles juridiques à finir, une guérison à faire, une vie à reconstruire depuis le sol. Mais ce soir, dans ce moment, je me suis laissé sentir la victoire. J'avais riposté, j'avais gagné. Et personne, pas Thomas, pas Monique, pas n'importe qui, ne me contrôlerait plus jamais. Quand quelqu'un vous fait sentir que vous perdez la tête pour avoir voulu un respect basique et la liberté, comment savez-vous quand il est temps de partir? Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires sur comment trouver la force dans des situations impossibles.